Quand tu te lances sur Pinterest, je dis toujours qu'il faut quand même avoir un minimum les bases, parce que si tu te lances et que tu sais pas comment ça fonctionne, tu auras des résultats, mais ce sera pas optimisé. Alors que si tu te formes même un minimum avant et que tu connais les bases de Pinterest et justement savoir comment fonctionne l'algorithme, comment chercher ses mots-clés et comment du coup rédiger des descriptions optimisées, etc. Il faut savoir tout ça quand même avant de se lancer, pour avoir du coup des bons résultats par la suite. Salut à toi et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler des community managers. Dans cet épisode, on va parler de Pinterest avec Mélanie Carré et Coralie Roy, qui sont tous les deux coachs sur ce réseau, c'est pas un réseau social Pinterest pour le coup, je me trompe encore, c'est un moteur de recherche d'images. Donc tu vas voir, c'est un peu particulier quand on ne connaît pas, mais cet épisode apporte énormément d'enseignements si jamais tu veux te lancer et réussir avec ton compte sur Pinterest. Donc on va tout d'abord parler de leur formation, puisque Mélanie et Coralie ont lancé chacune leur formation. Elles vont expliquer comment elles ont fait pour la produire et comment elles ont fait pour la promouvoir sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est super intéressant, il y a beaucoup d'enseignements dans la première partie de l'épisode, et puis en deuxième partie, on va voir tout ce qui tourne autour de Pinterest, comment arriver à performer avec un compte Pinterest, même quand on s'y connaît pas. Et tu vas voir un truc, c'est ultra important d'avoir un site web avec des articles de blog ou même des retranscriptions de podcasts, ça peut être très intéressant également. Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais t'inviter à découvrir les coulisses du podcast en t'abonnant à ma newsletter, donc www.julienbarrière.com. Tu vas pouvoir découvrir ma vie d'indépendant, de community manager freelance, et ainsi que des astuces et des tips des invités qui passent dans le podcast et avec qui je parle énormément en off. Il n'y a pas toutes les infos à chaque fois qui passent dans le podcast, donc voilà, je t'invite à t'abonner et tu peux retrouver bien sûr cet épisode sur toutes les plateformes de streaming, à Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et voilà, et donc je te souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Salut Mélanie et Coralie, comment ça va ? Hello Julien, ça va très bien et toi ? Ouais, très bien. Coralie, t'es là ? Yes, je suis là, hello. Écoutez, bienvenue dans le podcast CM au sommet. Je suis hyper content de vous avoir invité et que vous soyez dans le podcast, puisque aujourd'hui on va parler de Pinterest. Alors c'est un réseau social qui est assez mystérieux pour moi en tant que community manager. Je m'y connais pas vraiment et je me suis dit ça serait super intéressant d'avoir deux super spécialistes de Pinterest qui viennent dans le podcast. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter Yes, avec plaisir. Alors juste, il faut savoir que Pinterest, on pourrait penser que c'est un réseau social parce qu'il en a visuellement l'apparence. En plus, voilà, il y a une app qui est disponible sur nos téléphones, nos tablettes, etc. Mais en réalité, il s'agit d'un moteur de recherche visuel. Ça, c'était pour la petite aparté. Sinon, pour les petites présentations, moi je suis Coralie, j'ai 28 ans et je me suis spécialisée dans le marketing Pinterest, notamment avec le partage d'astuces et de conseils sur mon site Le Citron Rose, le compte Instagram du même nom, la newsletter, etc. Alors à la base, je me suis lancée en tant que rédactrice web au tout début, mais en fait, j'ai jamais vendu aucune prestation parce qu'à l'époque, je m'étais lancée fin 2019 et pour moi, à ce moment-là, je me disais que si t'avais pas de formation, t'étais pas légitime et du coup, je pense que je m'auto-sabotais clairement, donc j'ai jamais vendu une seule prestation en rédaction web et en fait, c'est début 2020, j'ai une entrepreneuse qui est venue vers moi et qui m'a dit Hello Mélanie, je vois que t'as des super résultats avec ton compte Pinterest, est-ce que tu veux pas gérer le mien ? Et du coup, je me suis dit bah ouais, carrément, ça me plairait trop. Et du coup, en fait, c'est comme ça que je suis un peu tombée amoureuse de Pinterest, encore plus qu'avant, parce qu'avant, je le gérais pour moi. Mais du coup, quand j'ai commencé à le gérer pour les clientes, là, j'ai encore plus aimé. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue experte Pinterest. Et du coup, en ce moment, je suis en train de développer un membership à propos de Pinterest. Donc, ce sera le premier membership français spécialisé sur Pinterest. Et voilà, il sort fin mai. Ah, c'est excellent. Et un membership, c'est comme une sorte d'abonnement. C'est ça, c'est une offre par abonnement mensuel. En fait, soit tu payes tous les mois un certain montant, soit tu payes à l'année, en fait. Du coup, toi, Coralie, tu disais que tu étais aussi community manager dans le secteur des cosmétiques bio, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, c'est vrai que j'ai la double casquette. Je sais pas si on pourrait dire vraiment double casquette parce qu'en fait, en termes de temps passé, j'ai plutôt 20% de mon temps passé sur les missions freelance en CM pour des clients dans le domaine de la cosmétique bio et 80% du reste du temps est consacré au Citron Rose,
au contenu payant et gratuit. Et quand je parle de contenu payant, bien évidemment, c'est la formation Pinterest Limonade. Mais ouais, c'est vrai que j'ai ces deux activités-là. Ok, donc du coup, tu proposes une formation pour les freelances, c'est ça, ou les entreprises? Ouais, c'est ça. En général, moi, je le présente un peu en mode massif. C'est les web entrepreneurs. Donc, ça peut être des freelances, mais aussi des petits e-shops ou des petites équipes de 4-5 personnes ou des solopreneurs, des entrepreneurs du web. C'est vrai que ça va, bon, on peut avoir des statuts très, très différents, mais voilà, c'est plutôt les entrepreneurs du web au sens large. Ok, donc le nom de ton entreprise, c'est Le Citron Rose, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et Mélanie, c'est la plume rose. C'est ça, tout à fait. Ouais, bon, bah, Exactement. du On coup, aime le rose par ici. Ouais, ouais, grave. bah, c'est comme la couverture de CM au sommet, hein, c'est du rose aussi, donc c'est vrai, ouais. Parfait. Mm. Du coup, Mélanie, toi, c'est une formation qui s'adresse plutôt aux freelances ou aux solopreneurs ou quel Alors moi, type du de coup, le profil? membership, il vise plutôt les entrepreneurs qui proposent des prestations de services et qui écrivent des articles de blog. J'ai vraiment conçu comme ça, en fait, le membership va vraiment aider les personnes à savoir utiliser Pinterest pour attirer du monde justement sur leur site internet pour ensuite convertir les visiteurs en clients. Donc je vois vraiment comme ça. Après, c'est tout à fait adapté aussi pour des e-shops, par exemple, qui veulent à côté peut-être écrire des petits articles avec des recommandations sur par exemple, un e-shop de vêtements, il va tout à fait pouvoir écrire des articles de blog sur les dernières tendances, etc., pour attirer aussi du monde sur son site internet, pour ensuite montrer ses produits et donc convertir par la suite. Ok, du coup, alors, question à vous deux, c'est quoi la différence vraiment entre la vision membership et la vision formation? Alors moi, je peux te dire que la vision membership, en fait, celle que moi j'en ai, c'est que vraiment, j'ai choisi ce format parce que je veux accompagner vraiment les personnes. Tu vois, j'ai pas envie de leur donner une formation et vas-y débrouille-toi. J'ai vraiment envie de les accompagner, d'être là pour eux. On aura une communauté aussi. Où on pourra échanger, où elles pourront poser toutes leurs questions et moi je serai là pour leur répondre. Et puis il y aura aussi les autres membres du coup qui seront là aussi pour donner leurs réponses quand ils ont la réponse à une question. Et voilà, c'est vraiment ce soutien mutuel en fait et aussi ce suivi parce que j'ai vraiment à cœur de suivre les personnes. Alors bon, si on est 500, je pense que je pourrais pas suivre toutes les personnes, Ouais, mais voilà, tu vois, j'ai vraiment envie d'accompagner chaque personne pour l'aider à d'accord. développer son entreprise. Ah, c'est l'aspect communauté. Et toi, Ouais. Coralie, du coup, Ouais, c'est vrai que ça, c'est des modèles de produits en ligne qui sont différents. Après, ça va dépendre aussi du formateur, ce qu'il en pense et ce qu'il a envie de mettre aussi dans son type de produit en ligne. Moi, la formation en ligne, c'est vrai que ça dépend ce qu'on en fait. Pour le coup, j'ai fait évoluer ma formation en ligne vers quelque chose de plus communautaire et de plus, voilà, le côté un peu dispo. Moi, bien sûr que c'est une formation en ligne, donc c'est un produit qu'on peut suivre quand on veut. On peut très bien participer à la communauté, par exemple, via le groupe Facebook, ou ne pas participer, parce qu'il y a des gens qui aiment bien suivre les formations dans leur coin. Mais en plus de ce support en ligne, vraiment en mode e-learning, un peu dans son coin, il y a un live qui est organisé tous les mois avec les élèves. Et il y a aussi cet aspect, je réponds sur toutes les plateformes à mes élèves dès qu'ils me sollicitent. Donc ça, en fait, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on en fait, même si effectivement, peut-être qu'un membership, il y a quand même cet aspect plus communauté. Mais moi, même si j'ai pas voulu avoir ma formation sous forme de membership, j'ai vraiment voulu quand même créer cet aspect communauté autour de ma formation parce que ouais, ça me tient vraiment à cœur d'aider les gens. Et en fait, le contenu en ligne n'est pas suffisant pour aider les gens. Il faut qu'on soit là après, qu'on réponde aux questions, qu'on crée une émulation, qu'on crée une sorte de communauté. Moi, par exemple, à travers le groupe Facebook, voir que les élèves se répondent entre eux, s'aident, se donnent des astuces, des conseils, je trouve que Ah, c'est c'est là trop génial ça. où le produit en ligne, il évolue carrément. Donc, c'est vrai que ça dépend ce qu'on en fait. Après, il y a des formations en ligne Oui. où c'est juste Mm. formation et basta, il n'y a rien d'autre derrière. En fait, ça dépend le formateur. Mais même comme un membership, hein, on peut très bien avoir un membership et pas avoir cet aspect entraide, communauté derrière. C'est vraiment... je pense que c'est des valeurs qui sont Mm. communes entre moi et Mélanie, quoi.
Ouais, Ok, tout à non, fait. vas-y. Et Ouais, vas-y, je Mélanie. peux juste rajouter Ouais. quelque chose. C'est vrai qu'après, le membership aussi, ça a ce côté un peu rassurant, entre guillemets, au niveau de la rentrée d'argent, parce que du coup, c'est vrai qu'un abonné qui est abonné, du coup, qui paye tous les mois, t'es assuré, entre guillemets, alors si tu mets un engagement ou pas, ça dépend, mais du coup, t'es un peu assuré d'avoir une certaine... Tu sais, en fait, ce que tu vas rentrer le mois prochain comme argent, et c'est vrai que ça a ce côté très rassurant. Tu vois, Coralie, par exemple, elle, quand elle fait un C'est les lancement, elle sait montagnes qu'elle va russes. rentrer... Comment? Elle sait Vas-y, qu'elle va répète. rentrer... Ah, j'ai pas T'as dit entendu, quoi? Coralie. Que moi, c'est les montagnes russes, effectivement. Pour Mélanie, je pense que Oui, Ah oui. les entrées d'argent vont être plus régulières. Elle pourra savoir Ouais, oui, combien c'est clair. elle rentre d'ici 2 ou 3 mois. Moi, c'est vrai que ça mm, va dépendre des opérations que je vais faire autour de la formation. c'est ça. Ça va dépendre si, je sais pas moi, au mois de juin, il y a tout le monde qui a envie de faire une formation. Et en fait, du coup, c'est Mhm. vrai que ça va faire montagne russe. Je n'ai pas des entrées d'élèves ou de revenus égales d'un mois à l'autre. Là, ça, c'est clair que c'est c'est Oui, bon. ouais. Non, mais c'est ça, en fait, finalement, avoir un membership. Moi, personnellement, je trouve que ça a un côté aussi très rassurant pour le formateur parce que du coup, tu peux te permettre d'avoir des jours un peu down et d'avoir des jours un peu plus énergiques, entre guillemets, mais t'as pas besoin de, comment dire, de faire des lancements avec, de donner une tonne d'énergie et puis ensuite d'être complètement KO. Tu donnes la même source d'énergie, je trouve, sur le long terme et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, pour le membership. C'est que t'as pas besoin de vraiment donner de ta personne à 2 millions de pourcents pendant un lancement, puis ensuite de faire plus doux, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis, mais alors, moi j'ai une question quand même. Est-ce que vous travaillez avec des clients à côté de votre formation et de votre membership ou vous faites, Mhm. enfin, Coralie, tu disais à 20% avec Ouais. du CM, 20%, ça fait, tu gères combien de clients à la fois? Enfin, comment ça marche? Est-ce que tu te fais que du Pinterest pour eux ou d'autres réseaux sociaux, par Ouais, exemple? actuellement, j'ai 4 clients en freelance et je fais du CM Insta, Facebook, de la rédaction d'articles et de la gestion Pinterest. D'accord. 4 en même temps, ouais. Et genre, c'est Mhm. un nombre que tu te fixes max ou c'est juste que tu en as 4 en ce moment et tu peux en prendre plus ou non? Ouais, alors ça a été un gros débat dans ma tête, mais effectivement, comme j'ai envie de laisser plus de place au citron rose, actuellement j'en ai 4 et eh bien je me fais, comment dire, je me fais, j'ai plus le mot, bref, je me fixe 4 et si ça descend, tant mieux, mais en tout cas, je prends pas plus de clients, ouais. D'accord. Ça sera Et max toi, 4 Mélanie, du clients. coup, Bah moi du coup, à l'heure où on enregistre ce podcast, le membership n'est pas encore lancé, donc je gagne ouais, pas encore d'argent avec. Donc pour le d'accord. moment, j'ai une cliente que je gère tous les mois, le compte Pinterest. Et sinon avant j'avais vraiment plusieurs clientes en gestion mensuelle, sauf que j'ai essayé de réduire ce chiffre. Du coup j'en ai plus qu'une pour pouvoir proposer des missions plus ponctuelles et aussi en fait pour pouvoir gérer un peu mon emploi du temps pour la création du membership parce que ça me prend du temps forcément. Et du coup, j'avais peur d'avoir trop de clients entre guillemets à gérer tous les mois et de voir en fait si tu veux baisser un peu ma cadence si tu veux pour la création du membership. Donc j'ai vraiment fait ce choix d'avoir plus qu'une seule cliente en gestion mensuelle et tout le reste en fait c'est que des coachings ponctuels. D'accord. Et alors, toi, tu fais de la stratégie ou de l'opérationnel, vraiment, tu crées des contenus pour ta cliente? Alors, elle rédige elle-même ses articles de blog et elle fait aussi la création de ses visuels pour ses articles. Moi, je D'accord. viens créer quelques visuels aussi, mais un peu plus côté, si tu veux, elle crée ses visuels un peu comme elle aime, et moi, je viens créer quelques visuels supplémentaires où je sais que là, pour le coup, ça va vraiment inciter les personnes à cliquer pour découvrir son contenu. Et donc, tous les mois, moi, je programme son compte Pinterest. Donc, je m'occupe de partager le contenu des autres, ses articles de blog, le tri des épingles chaque mois, etc., etc. Ok. Et toi, Coralie, du coup, c'est vraiment du CM opérationnel où tu fais de la strat aussi, ou comment ça marche? Tu crées des contenus, tu fais tout de A à Z ou Moi, je viens que alors en fait, c'est vrai que on va dire, j'ai 2 missions, en prestat sur Pinterest. De l'audit de compte Pinterest et là, c'est purement stratégique, mais c'est plutôt, j'analyse la stratégie globale de la personne, de son activité en ligne, son compte Pinterest, son site, sa strate de contenu et je viens proposer des recos. Donc là, c'est vraiment purement stratégique puisque je fais pas d'opérationnel derrière. Donc c'est des missions vraiment en one shot. Et pour la gestion de compte Pinterest, là, c'est du purement opérationnel. Et comme Mélanie, en fait, j'interviens juste sur la partie création d'épingles. Je fais pas la création d'articles. Il n'y a pas de création, comment dire, d'objectifs stratégiques ou de Mhm. redéfinition de la stratégie
pour justement tirer le meilleur parti de Pinterest, moi, c'est vraiment... je crée les épingles, je les épingle dans le meilleur tableau, dans les tableaux thématiques. Je fais un petit roulement avec ces épingles-là, mais voilà, c'est vraiment en mode opérationnel. Et c'est le client qui a vraiment la main à fond sur sa stratégie de contenu. Mmh. Oui, il y a vraiment juste une offre que je propose qui est la mise à jour en fait du profil Pinterest et parfois la création du profil. Et en gros, en fait, là, je viens mettre en place, si tu veux, tout le profil de la personne, donc de façon stratégique avec la stratégie de mots-clés, le SEO, tout ça, tout ça. Et après, la personne, en fait, elle a juste à se connecter et à programmer elle-même si elle veut du coup avoir la main sur son compte Pinterest. Et du coup, j'interviens aussi parfois dans des prestations ponctuelles comme ça pour un peu paramétrer les comptes, si tu veux, pour que les personnes aient vraiment une base solide au niveau du référencement. Ouais, écoutez, là, franchement, vous m'avez dit beaucoup de choses hyper... j'ai noté plein de trucs et je me dis, ok, quand on va parler de Pinterest juste après, ça va être génial. Ah ouais, non, mais t'étais pas prêt, là. Je suis pas prêt, vous me parlez de plein de trucs différents. Je me dis, wow, ok, je note. J'espère que ça va pas s'entendre avec le micro, avec le stylo, ça fait toum toum. C'est marrant parce non, que ça s'entend pas, là, c'est cool. On verra au montage. Enfin, le micro est très sensible. Du coup, je me dis, tu vois, c'est marrant parce que c'est la première fois dans le podcast que j'invite à trois. On est à 3 personnes, tu vois, mais que vous deux, en fait, vous n'êtes pas dans la même entreprise, vous êtes 2 freelances, vraiment dans des domaines complètement différents. Et c'est marrant que quand vous parlez, vous n'avez pas l'air trop de vous dire elle est concurrente, je vais pas trop en dire ou quoi. Mais non, moi, Coralie, c'est ma copine. On est trop copines. En vrai, on se parle tout le temps. Ouais. Non, mais c'est moi, je suis vrai pas que... du tout... Pardon, vas-y. Ouais, je pense qu'on pense la même chose, mais ça, c'est vrai que dans le domaine de l'entrepreneuriat, voire plus, hein, même dans le domaine des grosses entreprises, je pense qu'il faut avoir un rapport sain avec la concurrence, parce que de toute façon, elle existe. Et bien sûr qu'il y a peut-être des concurrents, des collègues avec qui ça passe moins, mais c'est dommage parce que moi, je suis vraiment dans cette idée qu'il y a de la place pour tout le monde. Les personnes qui font appel à nos services ou à nos produits en ligne, produits physiques, c'est parce qu'on a réussi à créer une communauté tout autour. Et du coup, c'est vrai que ça toucherait, enfin, cette peur de la concurrence, ça touche à la peur du manque. Et je trouve que c'est pas une très bonne vision. Et pour le coup, je pense que Mélanie et moi, on est vraiment dans cet entrepreneuriat un peu, il y a de la place pour tout le monde. C'est beaucoup plus sain. Et du coup, on avance dans la bonne direction. Parce qu'en fait, le piège avec ce côté, je regarde la concurrence, c'est, je crois qu'on se bloque, on se met des freins, on est un peu dans une mauvaise vibe et en fait on n'avance pas et on n'est pas là en mode et si j'atteignais mes objectifs à moi plutôt que de regarder ce que fait ma concurrente. Ouais, mais donc c'est vrai que c'est très personnel, mais ouais, on a une vision ultra saine de ça. Après, je dis pas que c'est pas sain d'avoir cette vision-là, hein, mais c'est très personnel. Mais en tout cas, moi, je me sens apaisée par rapport à la concurrence Pinterest. Il y a pas mal de personnes qui font du CM, des formations en ligne, mais c'est ok, il y a de la place pour tout le monde, pour le moment en tout cas. Ouais, mais c'est ça, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, comme Coralie le disait avant, on a tous aussi notre personnalité. Il y a des personnes qui vont préférer acheter chez Coralie parce qu'elles préfèrent sa personnalité. Et il y a des gens qui vont acheter chez moi parce qu'ils préfèrent ma personnalité, tu vois. Après, c'est vrai que moi, pour le moment, j'ai pas de formation. Donc, comme je suis plutôt dans le côté coaching et management, parfois, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent « Ah oui, j'ai suivi la formation de Coralie, etc. » Mais c'est vrai que je m'en sors pas trop et il y a des choses qui sont pas trop claires. Est-ce que je pourrais quand même prendre un coaching avec toi, tu vois ? Donc en fait, au final, il y a de la place pour tout le monde, tu vois, et même un client qui est client chez Coralie peut tout à fait l'être chez moi et inversement. Totalement. Mais du coup, alors là, on va aborder un peu le principe de marque personnelle. Comment vous y prenez, séparément, hein, pour développer votre marque personnelle et c'est quoi pour vous votre client idéal, tu vois? Alors moi, par exemple, ce que je fais pour développer ma marque, je suis beaucoup sur Instagram et c'est vrai que mon Instagram, surtout en story, je dis tout le temps que je suis quelqu'un de très simple, de très accessible. J'ai rien de plus que les autres, tu vois? Et je pense que les personnes le voient à travers ma personnalité. Je veux vraiment montrer ce côté bienveillant et ce côté, bonne copine, tu vois? Finalement, les gens savent qu'ils peuvent venir me parler en DM quand ils veulent. Je suis une grande pipelette, j'adore discuter, tu vois? Donc même s'ils viennent pas me poser des questions business, j'adore discuter de tout et de rien et du coup, je pense
pense que moi, du coup, je montre beaucoup ce côté accessibilité et je pense que c'est comme ça aussi que j'arrive à toucher ma cliente idéale parce que moi, ma cliente idéale, je dirais que c'est vraiment l'entrepreneuse, tu vois, qui crée des articles de blog en ligne, qui vend des prestations de services et qui aimerait du coup attirer plus de clients grâce à Pinterest en attirant des gens sur son site internet et en montrant en fait qu'elle apporte de la valeur gratuitement à travers ses articles de blog pour ensuite installer une relation de confiance avec son audience pour qu'après le visiteur en fait soit converti en client. Wow. Ok, non, c'est vrai que c'est hyper clair. Tu te trompes dans aucun mot. Je sais pas comment tu fais. Moi, j'arrive pas à avoir un débit aussi. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je comprends des choses quand tu parles de Pinterest de plus en plus. Là, tout à l'heure, on va en parler, mais je me dis, ok, oui. Pinterest, ça sert à ça aussi. Et du coup, oui. et toi, Coralie, alors ? Au niveau du personal branding, du coup ? Tout à l'heure, on parlait de la différence, enfin, la concurrence, tu disais que c'est pas quelque chose d'important, mais du coup, comment tu abordes ta différence à toi, ta valeur à toi, tu vois, comment tu la présentes et sur quel réseau, par exemple, et vers quel, enfin, c'est quoi, toi, ton client idéal, par exemple, aussi ? Ouais, moi, la différence, je pense que, c'est vrai que le personal branding, bon, je suis pas ultra calée dessus. C'est vrai que en surface, on pourrait se dire c'est déjà via son identité visuelle. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille. J'ai choisi une charte graphique quand je me suis lancée qui tourne autour, du rose, du jaune, de couleurs assez solaire, assez lumineuse. J'ai en plus un nom, le citron rose, je peux carrément m'éclater avec ça. Le citron, ça peut faire référence à pas mal d'adjectifs sympas. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du personal branding de surface, je joue pas mal sur mon identité visuelle et du coup ça se retranscrit aussi dans ma façon d'être. Moi c'est vrai que dans mes posts, dans mes articles, je vous vois parce que je m'imagine en train de parler à plein de personnes. Après c'est vrai que dans mes MP Insta, dans mes commentaires, dans ma newsletter, je passe au tutoiement parce que j'ai envie de créer cette proximité avec les gens. Et puis voilà, j'essaie d'avoir une communication agréable, très proche, et c'est pour que c'est naturel, c'est pas recherché, ça va avec ma personnalité, mais vraiment ce côté authentique, transparent et solaire si je le peux. Bon alors c'est sûr que si j'ai passé une mauvaise journée, je vais pas être en mode à mettre plein de petits oiseaux dans mes messages, mais il y a vraiment ce petit côté, j'essaie d'aider comme je peux dans la mesure du possible. J'essaie d'être sympa je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien finalement, parce qu'on a un peu la même vision en fait de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et après, moi, au niveau de mon client idéal, alors comme je disais, c'est les entrepreneurs du web. Et moi, là, pour le coup, je vise les 3 business models que sont les produits en ligne sur des petits e-shops, les services en ligne, donc les prestats de services comme ce qu'on fait, le CM, la rédaction web, le web design, etc. Il y a tellement de services en ligne possibles. Et puis la vente de produits en ligne, donc comme les e-books, les formations, etc., etc. Et en fait, le point commun entre ces 3 business models-là, ça va être le marketing de contenu. Comme le disait tout à l'heure Mélanie, les articles de blog. Moi, je vise aussi les personnes qui produisent des podcasts et qui ont des retranscriptions de leurs épisodes sur leur site. Donc voilà, moi, si je devais définir mon client idéal, c'est un web entrepreneur qui produit du contenu sous forme d'articles ou d'épisodes de podcast. Genre moi ? Genre toi. Mais tu es cible. Comment ça se fait que tu n'es pas encore franchement. Énorme. J'écris pas d'article, mais oui. Ok. Ouais, c'est super intéressant parce que vous avez l'air de bien savoir qui sont vos cibles. Moi, ça m'a pris un temps monumental, j'ai l'impression. Et même aujourd'hui, je me demande si mes cibles sont bien mes cibles de clients. Voilà. Donc, c'est vrai que bon, allez, j'en parle un peu quand même au cas où. Moi, au début, je pensais que c'était le secteur qui était important et que je devais me spécialiser dans un secteur. Et puis j'ai vite compris qu'en fait c'est pas le secteur qui m'importe. Moi c'est vraiment c'est si mon client, je peux discuter avec lui, s'il est intéressant, s'il a vraiment des choses à apporter, et si je m'entends un peu avec lui, quoi. Ouais. Et du coup le secteur il peut être n'importe lequel. Ça peut être de l'industrie, comme de l'environnement, comme de l'événementiel ou quoi. Si ça match en fait, c'est cool, je suis content.
Mais du coup, mais ça peut être différentes structures aussi. Ça peut être des associations, des PME, des freelances, ça peut être, voilà. Donc, pour des coachings, etc. Donc, c'est assez large, mais il faut qu'il y ait ce feeling. Ouais. Le feeling, c'est super important. Ouais. Ouais, c'est clair. Puis pour que la mission, elle soit agréable. Et après, ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que pour mes missions freelance, j'ai aussi ce côté proche parce que c'est des petits e-shops en général, des petites marques. Et j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin que la relation, elle soit un peu friendly et qu'il n'y ait pas cette idée de hiérarchie ou d'exécution. C'est vraiment ce côté, ouais, échange naturel et puis sympa pour les deux parties, quoi. Tu parlais de marketing de contenu, par exemple. Pour vendre une formation ou pour vendre un membership sur Pinterest, comment vous faites au niveau du marketing, tu vois? C'est complexe, non? Enfin, déjà, pour faire imaginer la formation, pour moi, c'est la tourner, la faire, la réaliser, tout ça, ça me semble assez, quand même, il y a du boulot. Mais ensuite, pour la promouvoir, tu vois, comment vous faites? C'est quoi vos astuces un peu? Mélanie, je sais que t'en as quelques-unes, notamment. Alors, du coup, moi, comment je me suis pris alors pour créer le membership, pour créer les formations, j'ai utilisé une mind map. Donc, pour ça, j'ai fait en fait des catégories, si tu veux, des grandes catégories et dans lesquelles j'ai mis toutes les mini-formations que je vais tourner par rapport à chaque catégorie pour avoir une vue claire de ce que je vais mettre au tout début du membership et les formations aussi qui vont arriver au fur et à mesure des mois. Donc ça, c'est pour la partie création. Et du coup, pour la partie promotion, moi, pour du coup le lancement du membership, je vais d'abord faire un challenge gratuit de 5 jours qui va se passer sur un groupe Facebook et du coup, pendant lequel je vais un peu, si tu veux, chauffer les personnes et tout pour que quand j'ouvre le membership, qu'elles soient du coup des prospects chauds et du coup qu'elles soient motivées à rejoindre le membership. Donc il y a déjà ce challenge qui va m'aider à promouvoir ça. Je vais aussi bien sûr en parler beaucoup en story sur Instagram parce qu'Instagram est une très belle source de visibilité. J'ai aussi une newsletter, donc je vais envoyer des mails. J'ai enregistré un podcast aussi pour le membership qui va sortir au moment du challenge gratuit d'ailleurs chez une entrepreneuse qui est assez connue. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et bien sûr après j'ai aussi des partenaires affiliés, des personnes à qui je vais donner accès donc avant tout le monde au membership et qui vont m'aider aussi à faire connaître le membership pendant le lancement. Voilà. Du coup, t'avais dit que t'avais fait appel aussi à une copywriter, on peut le dire? Ouais, tout à Ou... fait. J'ai fait appel Ok. à une copywriter qui m'aide, en fait, si tu veux, qui est experte en lancement et du coup qui m'aide aussi dans toute la partie écriture des emails, etc., la persuasion avec les mots. Elle m'aide beaucoup aussi à mettre en avant plus le côté bénéfice et résultat que le côté vraiment contenu du membership. Donc voilà, et puis elle est un vrai soutien moral parce que je peux lui dire quand ça va pas, elle me rebooste et tout, elle est top. C'est top. Ouais, c'est quand même un boulot impressionnant, quoi. Ok. Et toi, Coralie, alors, comment ça se passe? Alors déjà, c'est vrai que la création de formations en ligne, c'est un sacré sujet. C'est moins simple que ça en a l'air. Je sais que ça a le vent en poupe en ce moment, mais c'est un travail assez énorme. Mais que je conseille si on sent qu'on a envie de faire ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez ce projet-là, il faut être raisonnable et baisser le temps passé sur les autres activités ou les autres projets à côté. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à créer ma formation en ligne, les missions clients, soit j'avais de l'avance dessus, soit ça a été mis en second plan parce que c'est vraiment très difficile de faire les deux. Là, j'ai un projet de nouvelle formation et en fait, pour moi, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'abord de valider l'idée. Parce que ça, c'est vrai que c'est génial de vouloir créer un produit, mais il faut absolument qu'il réponde à un besoin réel, à une difficulté, un souci, ou que ça améliore le quotidien pro ou perso de la personne. Donc ça, c'est déjà l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est la création, en passant par le plan et ensuite tout ce que contient la formation, vraiment le côté, les slides, la voix off, etc. Et effectivement, la partie numéro 3, c'est le lancement et la promotion tout autour, parce que même si votre produit en ligne est génial et même s'il répond à une vraie difficulté, à un vrai besoin, eh bien, il faut que le monde soit au courant qu'il existe, qu'il est utile et qu'il vaut le coup d'investir. Donc ça, c'est vrai que c'est une énorme partie aussi. En général, on dit qu'on passe 50% du temps à créer le produit en ligne et 50% de son temps à le promouvoir. Et je pense que le ratio, c'est vraiment ça.
Et comme c'est assez intense la promotion d'un produit en ligne, moi c'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu, comment dire, on va dire simple pour moi, parce que bon voilà, je suis solopreneur, je peux pas non plus être partout, et donc je vais beaucoup jouer sur la newsletter avec une séquence email sur plusieurs jours. Je vais faire des posts Insta, des stories, et avoir l'aide de partenaires affiliés, comme disait Mélanie tout à l'heure. D'où l'importance de s'entourer et de pas avoir cette impression qu'il y a des concurrents à tous les coins de rue, quoi. Vraiment, cette aventure de l'entrepreneuriat, c'est pas une aventure solo. Il faut savoir s'entourer. Ouais, c'est vrai que c'est super important, ouais. de s'entourer. Bah, franchement, merci beaucoup pour tous ces... vous avez expliqué vos stratégies hyper concrètement et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que des fois je me demande si je me lancerais pas aussi dans la formation, par exemple, mais quand j'entends ce que vous dites, et je me dis, bon, bah, peut-être que je préfère rester dans le coaching. Non, mais c'est super intéressant, ouais. Je pense que en fait, je pense qu'à un moment de ton business, en fait, tu te poses la question de est-ce que j'essaierai de moins vendre mon temps? Parce que c'est vrai que quand t'es coach, manager, etc., tu vends ton temps, mais c'est vrai que ton temps, il n'est pas illimité. Et au bout d'un moment, tu arrives à un certain stade où tu stagnes en fait au niveau du chiffre d'affaires. Donc soit tu augmentes tes prix ou autre, mais bon voilà. Après, moi personnellement, j'ai pas envie non plus d'appliquer des prix de fou. Du coup, je me suis posé la question et je me suis dit comment est-ce que je peux aider les personnes? Parce que je vois qu'il y a de la demande, tu vois, mais je peux pas me dédoubler en 50 000. Du coup, au final, le membership aussi, ça va me permettre de dire aux personnes que si elles ont par exemple pas le budget de, par exemple, me déléguer la gestion de leur compte Pinterest, qu'elles peuvent tout à fait prendre l'abonnement du membership et ça leur permettra de travailler avec moi, tu vois. Ouais, totalement, c'est clair. Du coup, c'est vrai que la question du temps, tout mon temps il n'est pas extensible du tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec les clients, déjà quand on a trop de clients, c'est vite le stress. On peut vite faire rentrer dans une spirale infernale. Et c'est vrai que cette partie formation, après, c'est un doux rêve aussi de dire que la formation, ça t'apporte des clients, ça t'apporte du chiffre d'affaires en sans automatique. Ouais, voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs, tu sais. Ouais, les revenus passifs, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à vous installer dans un transat, boire une noix de coco. C'est ça. Bien sûr, Ouais, bien sûr. c'est clair. De toute façon, c'est dur dans les deux cas. On va trouver ses clients, prospecter pour trouver des clients et en même temps faire une formation. C'est clair, quand on est freelance, faut choisir sa stratégie. Ok. Maintenant, on va passer plus sur la partie pourquoi Pinterest, tu vois. Voilà. Alors pourquoi Pinterest? Pourquoi Pinterest? Pourquoi déjà il y a un... Tu vois, je trouve qu'en ce moment, il y a un engouement sur Pinterest. Là, l'autre jour, de scroller sur LinkedIn, et j'ai vu plusieurs posts sur Pinterest dans la même journée. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait un post genre sur comment je recherche des infos sur Pinterest en organique et en payant, comment ça marche, tout ça. Et pourquoi il y a un engouement en ce moment sur Pinterest? Est-ce que vous sentez qu'il y en a un ou pas, ou j'hallucine juste? Moi, je pense que oui, il y a un engouement clair en ce moment sur Pinterest et je pense que c'est surtout parce que les personnes se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, mais que ça peut aussi apporter beaucoup de visibilité et très rapidement. C'est pas comme le SEO sur Google, tu vois, où quand tu mets en place une stratégie SEO, ça prend quand même des mois et des mois avant d'être bien référencé, alors que Pinterest, les résultats sont assez rapides. En 2 ou 3 mois, tu peux déjà avoir plein de visites sur ton site internet. Ok, mais alors, Coralie m'a repris tout à l'heure, elle m'a dit Pinterest, c'est un moteur de recherche. C'est quoi Pinterest exactement? C'est pas un réseau social, alors je me suis trompé tout à l'heure en intro. C'est un moteur de recherche comme Google, c'est juste que c'est un moteur de recherche visuel. Donc on va dire que c'est un Google 3.0, c'est un Google amélioré. Ça correspond à cette idée de recherche visuelle. Et plus on avance dans le temps, plus je pense qu'on va aller vers ce genre de recherche-là, parce que justement le visuel, ça imprime quand même mieux dans la tête. Je pense que c'est assez... il y a vraiment ce côté... on comprend mieux de quoi va parler le contenu s'il est sous forme, par exemple, d'images avec du texte par-dessus, plutôt que de devoir lire le titre de l'article ainsi que sa métadescription quand on est en train de faire des recherches sur Google. Ça, c'est une petite prédiction, mais je pense qu'on va vraiment aller vers ça. Et on le constate aussi sur Instagram, hein, il y a de plus en plus de personnes qui mettent du texte directement sur leur visuel. Donc, je trouve qu'on y va. Mais effectivement, ça a la même fonction première que Google.
Et c'est juste que l'algorithme de Pinterest, il est quand même plus simple à appréhender que celui de Google, aussi parce qu'il y a beaucoup moins de contenu référencé à l'heure actuelle. C'est ça aussi. C'est que sur Google, je ne sais absolument pas combien il y a de contenus qui sont référencés, mais je pense que ça se compte en milliards de contenus. Milliards de milliards. Sur Pinterest, on n'en est pas encore là. Donc, en fait, Pinterest, c'est un peu comme Google il y a 10 ans. Et donc, c'est le moment ou jamais de s'intéresser à Pinterest si on a envie de driver du trafic sur son site. Alors après, c'est sûr que Pinterest, c'est pas un outil magique. Si on n'a pas de contenu utile sur son site, Pinterest, ça va pas faire le job à notre place. Par contre, si on a des contenus utiles, intéressants et de valeur sur notre site, il y a tout intérêt à utiliser Pinterest comme levier de trafic sur son site. Ok, Amen. Super. Ouais, non mais super. Amen. Moi, je suis d'accord. Je suis fan de la réponse. Mais alors, il y a un truc quand même que je me demande, connaissant pas trop Pinterest, je me dis, est-ce que tu es obligé d'avoir un site web et écrire des articles pour ou avoir un podcast pour avoir Pinterest? Est-ce qu'on peut faire sans, par exemple? Moi, je dirais que oui. Je sais pas si Coralie dira la même chose, mais pour moi, oui, t'es obligé d'avoir des articles de blog si tu veux avoir des bons résultats avec Pinterest. Parce que dans tes articles de blog, en fait, tu vas avoir des mots qui vont être référencés dans Google. Et en fait, une fois que tu vas partager l'article de blog sur Pinterest, justement, le SEO Google va venir servir le SEO Pinterest. Et c'est comme ça que tu vas être le plus visible possible sur Pinterest. Dans les moteurs quand les personnes vont faire des recherches en fait dans Pinterest, le SEO des deux va servir en fait ta visibilité sur Pinterest, et du coup quand une personne va faire une recherche, tu vas tomber directement dans les premiers résultats, et nous c'est ce qu'on cherche finalement. Ouais, effectivement, c'est pour ça que je parlais de Pinterest, c'est pas un outil magique. Sinon, je pense qu'absolument tout le monde serait sur Pinterest. Il y aurait pas de frein à se mettre sur Pinterest. Moi, on me pose souvent la question, est-ce que je peux utiliser Pinterest pour rediriger vers mon compte Instagram? Les posts Instagram, c'est pas des articles, on n'a pas une URL avec des mots-clés dedans, il n'y a pas un titre H1, il n'y a pas des titres H2, des titres H3, etc. Là, on entre un peu dans la technique de rédaction d'articles du SEO, mais on peut pas non plus utiliser Pinterest comme si c'était pas un moteur de recherche qui référence des mots-clés, effectivement. Donc, par exemple, les posts Instagram ne sont pas, à l'heure actuelle, en 2021, référencés comme des articles de blog ou des retranscriptions d'épisodes de podcast. Donc effectivement, moi quand on me demande est-ce que Pinterest est utile pour mon activité, parce que j'ai parfois la question avant que la personne devienne membre de Pinterest Limonade, je suis franche avec la personne, je lui dis si tu as des articles de valeur, des retranscriptions d'épisodes de podcast de valeur, avec des mots-clés, après, je dis pas qu'il faut faire un SEO de fou, mais déjà, si on a un petit peu cerné les besoins de son audience idéale, en général, on a déjà fait la moitié du travail. Donc, effectivement, dans ces deux cas-là, je dis, mais oui, Pinterest est fait pour toi. Par contre, si c'est juste pour rediriger vers des posts Instagram ou alors rediriger vers une fiche produit, moi, de ce que j'ai constaté, des tests que j'ai pu faire, non, les résultats sont absolument pas les mêmes. Wow, ok, mais alors là, là j'ai compris plein de trucs. En fait, pour être bon sur une Pinterest, il faut comprendre quand même comment fonctionne le SEO de Google. Donc la stratégie de mots-clés en organique, comment ça fonctionne, pour ensuite pouvoir le faire aussi sur Pinterest, c'est ça ou non, c'est plutôt le SEO Pinterest, parce qu'en fait c'est différent. Et d'ailleurs, il y a des mots-clés qui vont ressortir bien sur Google et ils vont pas être du tout recherchés sur Pinterest. Les mots-clés peuvent aussi différer. Si ça se trouve, on va viser un mot-clé sur Google, je sais pas moi, un mot-clé longue traîne de 4 mots, et sur Pinterest, le mot-clé de 3 mots est suffisant, et il n'y a pas à le nicher encore plus et en faire un mot-clé de 4 mots. Donc non, moi c'est vrai que pour le coup, mon avis, il a un peu tranché. C'est que si on veut utiliser Pinterest dans toute sa stratégie pour lever du trafic sur son site, c'est qu'il faut passer par la barre de recherche Pinterest et regarder les mots-clés qui ressortent. Et d'ailleurs, exemple intéressant, moi je parle de Pinterest, un article sur 2 sur mon site. Eh bien, le mot-clé Pinterest, j'ai du mal à en faire quelque chose sur Pinterest, parce qu'en France, c'est pas encore très recherché ce mot-clé-là. Il y a encore peu de personnes qui cherchent des astuces Pinterest. Et les personnes qui vont tomber sur mes contenus, c'est en général les personnes qui sont abonnées à mon compte, ou peut-être que je vais passer par la pub sponsor.
À contrario, sur Google, ce mot-clé-là, il est déjà mûr. Si je tape, je sais pas moi, ouvrir compte Pinterest ou convertir compte Pinterest en compte pro, là, il y a des recherches qui sont faites sur Google. Donc, c'est là où elle est la différence. Ce sont 2 moteurs de recherche distincts. D'accord, mais ça c'est super intéressant. D'accord. Donc en fait, ce que j'en vois, c'est que Pinterest, c'est un espèce de moteur de recherche d'images, mais qui fonctionne aussi avec des mots-clés, un peu comme sur Google, mais différents. Et il faut... Voilà, ok. Est-ce que vous avez des stats de fréquentation, par exemple, global en France, tu vois, ou qui utilise Pinterest? Vous avez ça en tête ou... Moi, pas trop. Ouais. Non, d'accord. Je regarderai, enfin, je me doute bien qu'il doit y avoir Ouais, des ça stats comme change ça tellement. sur Je les crois sites. on est à plus de 400 millions d'utilisateurs, mais ça se trouve, tu vois, on est à, genre à 500 millions et on t'aura dit un chiffre obsolète. Ouais. Ok. Non, mais je voulais dire plutôt dans la tendance, tu vois. Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont jeunes, plutôt des femmes, des hommes? Est-ce que vous avez des précisions là-dessus ou non? Bon, après, je pourrais regarder. Le problème, c'est que c'est des stats globales, donc c'est tout pays, et je trouve ça dommage parce que si ça se trouve, en France, on a 50-50, tu vois, au niveau des utilisateurs. Ouais. Et là, actuellement, je crois qu'on est à 80% de femmes, mais c'est une stat globale. Et du coup, c'est le problème, c'est que moi, j'ai jamais vu passer des stats France en mode on a 50-50 hommes-femmes, tu vois. Okay. Et du coup, de dire qu'il y a 80% de femmes et c'est global, alors que la personne a une stratégie France, et ben ça pourrait la dissuader d'aller sur Pinterest, alors que ça se trouve sa communauté, sa future communauté, elle est sur Pinterest. Donc ça, j'avoue que ces stats-là, j'ai un peu du mal. Sauf si on avait des stats France, mais non, mais il y a vraiment beaucoup de personnes en fait qui font des recherches tous les mois sur Pinterest, quoi, des millions et des millions de recherches, tu vois. Et du coup, c'est vrai que, comme tu disais avant, il y a Coralie, il y a des requêtes encore qui sont pas encore trop cherchées sur Pinterest, mais justement, c'est vraiment une place à prendre. Hein. Il y a vraiment encore pas beaucoup de personnes sur Pinterest, je trouve. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, mais il n'y a pas encore assez de personnes, selon moi, sur Pinterest. Est-ce que sur Pinterest, alors comment ça s'organise? T'as un compte individuel et t'as un compte professionnel ou comment ça marche? Est-ce que c'est un peu comme Facebook où t'as un profil Facebook, une page Facebook ou non, c'est différent? Non, sur Pinterest, en fait, tu peux avoir un compte personnel et souvent c'est ce que les personnes ont de base pour tout ce qui est inspiration, déco ou autre. Et après, tu peux avoir un compte professionnel où là, tu vas pouvoir en fait analyser les statistiques de ton compte. C'est pour ça que c'est important d'avoir un compte professionnel, comme ça tu peux vraiment analyser les statistiques et analyser en fait le contenu que tu vas partager sur Pinterest pour justement après pouvoir adapter ta stratégie. Ok, d'accord, toi, ça, Ok, donc ça fonctionne un peu comme Insta ou... Enfin, oui, et avec ce compte pro, tu peux faire de la pub aussi, c'est ça? Tout à fait, ouais. Je suis en train de tester d'ailleurs en ce moment les Pinterest Ads. Vous faites toutes les deux de la publicité sur Pinterest ou non? Par exemple. Moi, je vais bientôt en faire parce que j'aimerais bien ajouter un module sur les ads. Et du coup, je pense que ça va se faire en 2 temps. C'est que je vais me former sur les Pinterest Ads et je vais en tester sur mon propre compte. Et après, je ferai un module en conséquence. Mais ouais, je pense que ça va être pas mal de mois de tests pour tirer une conclusion des Pinterest Ads. Mais tu vois, je suis au même stade que Coralie. D'accord, ouais. Attends, moi, j'ai même pas encore commencé. C'est vrai. Moi, je suis pas du tout au stade de me former. Pour l'instant, je teste d'abord de moi-même sur Pinterest. J'ai vu des résultats sympas, mais je pense que je peux carrément améliorer ça. Donc, pour l'instant, je fais mes premiers petits tests et ensuite, je pense que je vais quand même chercher à me former aussi. Et pareil, je vais aussi ajouter une formation dans mon membership sur les Pinterest Ads. Voilà, attention à la concurrence, ça commence à y aller. Qui va sortir sa formation en premier? Non, mais c'est super intéressant ce que vous dites. Est-ce que Mélanie, t'as regardé, enfin si t'as un peu déjà regardé dans les publicités, est-ce que tu peux créer des audiences un peu comme sur Business Manager de Facebook ou de reciblage? C'est pas aussi poussé. J'ai déjà essayé de faire de la publicité sur Facebook et c'est vrai que le pixel Facebook et tout, c'est tout un truc. Mais c'est vrai que sur Pinterest, c'est quand même un peu plus simple, entre guillemets. Il n'y a pas autant de paramètres, si tu veux. Mais tu peux choisir, du coup, par exemple, le sexe de la personne que tu vises. Tu peux choisir ses centres d'intérêt. Donc, par exemple, gastronomie, art, cinéma, voyage. Enfin, voilà, tu peux vraiment choisir. Ouais. Non, il y a une catégorie... Il n'y a pas vraiment de catégorie...
business, travail, ça c'est un peu dommage. Après, il y a une catégorie un peu plus marketing, mais c'est pas encore très très poussé. Et je pense que c'est pas assez développé ce côté-là sur Pinterest, tu vois. Donc après, les ads que je fais en général, c'est surtout pour promouvoir mon contenu gratuit. Et c'est vrai que je me rends compte que quand je fais une publicité sur Pinterest, par exemple, la dernière que j'ai testée, j'ai investi 30 €. Alors c'est pas énorme, tu vois, je fais des petits tests pour l'instant, mais j'ai investi 30 € à raison de 3 € par jour dépensés donc sur 10 jours. Et je touche environ, donc il y a environ entre 60 et 80 000 personnes qui voient ma publicité, et il y a entre 250 et 300 personnes qui ont cliqué sur mon lien. C'est intéressant quand même. Il y a un taux de conversion, bon, je saurais pas le calculer sur le nombre, mais ça peut... Ouais. Après, je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Tu vois, comme dit, c'est des premiers tests, donc je pense pas que ce soit vraiment le truc le plus haut que tu peux atteindre, quoi. Je pense que tu peux atteindre beaucoup plus. Ok. Du coup, comment ça s'organise? Bon, t'as un compte pro, tu vois. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton compte pro? Est-ce que t'as une bio comme sur Instagram, par exemple? T'as une photo de profil, j'imagine, mais tu peux ranger dans des dossiers. Enfin, comment ça marche, en fait? Alors, Coralie, oui, effectivement. je te laisse parler. Yes, alors en fait, sur Pinterest, tu as un nom de compte et une description de compte. Et comme sur Instagram, d'ailleurs, notre nom de compte, il peut être référencé avec des mots-clés. Ça, c'est vraiment l'astuce à savoir, et c'est équivalent aussi sur Pinterest. C'est possible de mettre des mots-clés et dans son nom de compte et dans sa description. C'est super, super important de faire cette recherche de mots-clés quand on est un petit peu au fait de cette histoire de SEO Pinterest. Et puis effectivement, après, sur Pinterest, on a des tableaux dans lesquels on peut bien ranger ses épingles. Et les tableaux, il y en a de 3 types. Il y a les tableaux personnels. Les tableaux personnels qu'on peut mettre en secret. Si par exemple, moi j'ai mon compte pro, le Citron Rose, tous mes tableaux parlent de, je sais pas moi, de marketing digital, etc. Et j'ai envie de m'inspirer pour ma future déco, et ben ça, typiquement, ce tableau déco, comme ça n'a rien à faire sur le Citron Rose, je peux le mettre en secret. Cool. Et le 3e type de tableau, c'est le tableau collaboratif. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est un tableau qui est partagé avec d'autres comptes Pinterest, d'autres personnes qui vont normalement épingler leur contenu dans la thématique définie par le tableau. Donc, si ça se trouve, le tableau, c'est sur... les astuces entrepreneuriat, eh bien, il y aura plusieurs personnes qui pourront partager leurs épingles sur ce tableau-là. Ouais, d'accord. Donc, il y a le tableau secret, le tableau personnel et le tableau collaboratif, c'est ça? Et du coup, sur un compte pro, il vaut mieux mettre un tableau perso et un tableau collaboratif? Enfin, ça apparaît ensemble dans la même page ou... Ouais. Et moi, c'est vrai que ça, à ce niveau-là... Alors déjà, les tableaux collaboratifs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils appartiennent à quelqu'un. Donc, on ne peut pas modifier la couve. Donc, bon, il y a des couvertures de tableaux collaboratifs qui sont très bien. Hein, mais en général, quand on a un compte Pinterest et qu'on veut le rendre un peu esthétique, on personnalise la couverture de ces tableaux personnels. Et donc, moi, ce que je fais en général pour mon compte et le compte des clients... que j'ai en gestion Pinterest, c'est que je mets les tableaux collaboratifs à la fin, parce que finalement, ils me servent à moi pour avoir plus de visibilité. Mais en soi, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique, ça casse un petit peu l'esthétique globale de ce qu'on peut voir sur un compte Pinterest. Donc, en général, c'est les tableaux personnels qu'on met en premier, tout en haut du profil. Et puis, les tableaux collaboratifs, en général, on les met un petit peu plus bas. Et je pense que Mélanie, elle fait pareil pour son... Oui, je fais pareil. Et je pourrais même ajouter que les tableaux qu'on met vraiment tout en haut en premier, c'est les tableaux où on partage notre propre contenu. Parce que dans un tableau, en fait, tu vas venir partager des épingles. Donc une épingle, en fait, c'est comme une publication Instagram, sauf que c'est un visuel vertical avec un titre et une description. Et l'avantage, en fait, sur Pinterest, c'est que tu rajoutes un lien de redirection. Et du coup, la personne, quand elle va cliquer sur l'épingle, elle va être redirigée justement vers un contenu. Donc souvent, c'est un article de blog. Et du coup, dans les tableaux, en fait, tu viens ranger les contenus. Et du coup, en général, sur le profil Pinterest, les premiers tableaux qu'on met vraiment en avant, c'est les tableaux où on partage notre propre contenu. Et après, dans tous les autres tableaux, style marketing, produits digital, etc., là, on va venir partager et notre contenu et le contenu des autres utilisateurs pour montrer à Pinterest qu'on n'est pas radin sur le contenu. Ok, d'accord, c'est super intéressant comme mode de fonctionnement du coup. C'est-à-dire que tu peux publier
quel type de contenu tu peux publier sur Pinterest? Est-ce que tu peux mettre des vidéos? Tu disais en format, tu peux mettre des photos en format un peu, enfin, En en format format vertical, ouais. Sur vertical, ouais. Pinterest, les visuels vraiment à partager en priorité, c'est le format vertical. Donc souvent, ils disent que c'est du 1000 par 1500 pixels. Donc un format vertical, donc ça peut être une photo, ça peut être une photo avec un texte rajouté dessus, ça peut être une vidéo, tu peux aussi partager des carousels. Donc D'accord. une épingle avec plusieurs visuels que tu slides en fait, comme sur Instagram. Ouais. Et voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Je sais pas si Coralie, t'en as encore un à rajouter. Ouais, j'ajouterai les story pins. Ah mais bien Ça, sûr. c'est le format à tester dès cette année et parce que justement, c'est pas un format qui est restreint par l'algorithme. En fait, Pinterest a tellement envie de mettre en avant ce nouveau format que il va le pousser. Sur le home feed des utilisateurs. Et du coup, au niveau des dimensions, c'est un petit peu différent. On est toujours sur du vertical, mais on est sur du 900 par 1600 pixels. Et si je devais faire une petite comparaison, c'est que les story pins, c'est un petit peu comme des carousels Instagram au niveau de la fonctionnalité. Enfin, et de l'objectif, c'est un peu en mode j'ai un sujet de base, une thématique de base que je vais un petit peu éclater en différentes pages. Et puis c'est un peu, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le concept des carousels Instagram, par exemple, sur le sujet 5 astuces pour avoir plus d'abonnés Instagram. Ma page numéro 1, c'est l'accroche, où je mets ce titre 5 astuces pour machin. La page 2, c'est ma première astuce. La page 3, c'est la deuxième astuce, etc., etc. Et à la fin, normalement, de ce carrousel, on invite la personne sur Instagram, en l'occurrence, à soit partager, enregistrer, s'abonner. Et sur Pinterest, c'est exactement la même chose. La dernière page de la story pin, normalement, c'est pour inciter la personne soit à enregistrer la story pin dans un de ses tableaux, soit à s'abonner. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose que la personne, elle s'abonne parce que plus on a d'abonnés sur Pinterest, plus on a de chances que notre contenu il soit visible. C'est quelque chose qu'on remarque quand même aussi au niveau des stats. Et le lien de redirection, par exemple, il est pas dans la story, c'est ça? Enfin, Ouais, ça c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Ouais. Alors, beaucoup de visibilité sur les story pins, ça c'est super parce que ça veut dire beaucoup de visibilité sur son compte. Mais par contre, comme Pinterest a envie qu'on reste sur la plateforme, parce que c'est vraiment dans cette logique de sûrement être plus amené à voir les pubs. C'est leur modèle économique, hein, il faut bien qu'ils se monétisent d'une façon ou d'une autre. Et du coup, effectivement, les story pins ne sont pas cliquables. On n'a pas de lien qui redirige vers notre propre site. C'est vraiment du contenu qui reste sur la plateforme dans l'idée de le consommer sur la plateforme et normalement de ne pas en sortir. C'est super complet, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Mais alors du coup, tu disais que l'appel à l'action, ça peut être demander à l'utilisateur d'enregistrer la story ou de s'abonner à ton compte pro. Du coup, il marche comment l'algorithme Pinterest? C'est quoi? Est-ce que vous avez aperçu des tendances un peu ou quoi selon certains formats ou c'est quoi vos observations là-dessus? Moi, je dirais qu'en ce moment, Pinterest met vraiment en avant plus le format vidéo et il met aussi beaucoup en avant en ce moment le côté bienveillance et entraide entre les personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train de développer de plus en plus, le côté entraide entre les personnes parce que ben forcément aussi avec le contexte actuel, tu vois, on est tous un peu down, on en a tous un peu un moral un peu dans les chaussettes et Pinterest essaie vraiment de mettre en avant ce côté bienveillance et c'est pour ça aussi que moi par exemple tu vois sur Pinterest dans mes stories pin je partage quasiment que les réels que je fais sur Instagram à propos de Pinterest et je les partage beaucoup sur Pinterest parce que justement ça apporte un côté bienveillant et ça montre aussi ma tête tu vois comment je suis, comment je bouge etc et du coup ça installe aussi un vrai lien de confiance et je pense que ça Pinterest le met aussi pas mal en avant. Oh, ok. Mais du coup, c'est-à-dire que tu télécharges tes stories sur Insta et ensuite tu l'uploads sur Pinterest, quoi.
Il y a que les réels, tu sais, le format réel sur Instagram, je le télécharge. Une fois qu'il est publié, je le Ouais, télécharge ouais, et après je viens le partager en d'accord. story sur, Pinterest, ouais. Ok, vachement intéressant, ouais. Et sinon, au niveau de l'algorithme, plus classiquement, en fait, Pinterest, comme je le laissais un petit peu entendre tout à l'heure, c'est que sur notre home feed, donc le nom de l'algorithme de Pinterest, c'est le smart feed, c'est qu'il va nous mettre voilà, sur cette page d'accueil, que ce soit sur notre ordi, une tablette ou notre téléphone, il va mettre des contenus avec lesquels on a interagi. Alors c'est soit des contenus, le format du contenu, mais c'est pour ça que je disais que les story pins n'étaient pas restreintes par l'algorithme, parce que voilà, c'est l'exception que fait Pinterest. Mais si par exemple j'ai tendance à beaucoup interagir avec les contenus vidéo, potentiellement Pinterest va me montrer davantage de formats vidéo. Et si mes dernières recherches étaient sur la thématique déco ou la thématique marketing digital, eh bien Pinterest va me montrer davantage de ces contenus-là parce qu'il se dit ah oui, j'ai compris que cette thématique, ça lui plaisait. Et comme j'ai envie qu'elle reste le plus longtemps possible sur la plateforme, je vais lui montrer d'autres contenus, d'autres épingles qui ont trait à ces thématiques-là. Donc, c'est grosso modo comme ça que fonctionne le smart feed. Après, bien sûr que le SEO Pinterest est un petit peu plus complexe puisque il y a cette histoire de mots-clés et est-ce que votre contenu il est bien référencé ou pas. Et c'est aussi super important sur Pinterest d'être abonné aux comptes auxquels on est intéressé, surtout aux comptes aussi des concurrents, parce que du coup, D'accord. ça montre à l'algorithme Pinterest justement ce à quoi on s'intéresse, et du coup, il va réussir à nous classer aussi plus facilement comme ça. Ah, c'est génial ça, ok. Du coup, alors tu disais, Coralie, que ouais, enfin qu'on peut regarder depuis un écran d'ordi ou quoi, ou de smartphone. Moi, je l'utilise sur ordinateur, je trouve ça plus simple à utiliser, Pinterest, parce que je vois plus de... Enfin, l'organisation, je trouve qu'elle est plus intéressante sur un ordinateur que sur un smartphone. Alors, je sais pas, je suis peut-être le seul à penser ça, parce que je connais pas très bien, mais est-ce que les Ouais, je gens, suis ils utilisent... d'accord. Ouais, Je suis d'accord, mais alors je pense on est l'exception qui confirme la règle parce que dans les chiffres, 80% des utilisateurs utilisent Pinterest sur mobile. Mobile et d'accord. tablette. Donc, je pense qu'on est Ouais, vraiment l'exception. On est dans les ok, 20%, nous. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'aime bien avoir une vision d'ensemble. Donc, ouais. c'est vrai que j'utilise plutôt Pinterest ouais, je préfère l'utiliser sur desktop. Mais ouais, sinon, 80% des personnes l'utilisent sur Ouais. mobile. Et c'est Bah là où après, c'est important. Mm. Pardon, vas-y. Et c'est là où c'est important en tant que créateur de contenu, même si ça fait des années qu'on dit qu'il faut avoir un site responsive, qu'il faut penser mobile, utilisateur sur mobile, etc., etc. Moi, c'est vrai que je vois souvent des personnes ne pas penser à ça et justement avoir des contenus mais géniaux au niveau des articles, par exemple, mais ne pas penser à cette idée que la personne, elle va venir sur notre contenu via son mobile et c'est sûr que l'article, il faut qu'il soit aussi optimisé sur mobile et que l'objectif soit comment dire, modulé en conséquence. Et si par exemple moi mon but ultime avec Pinterest, oui, c'est d'avoir du trafic, mais c'est par exemple d'avoir plus d'abonnés à la newsletter, dans ce cas-là, je vais penser au fait qu'une personne sur mobile, elle va sûrement pas aller à la fin de mon article ou à la fin de mon site. Et dans ce cas-là, je vais inciter cet utilisateur à s'abonner à la newsletter en mettant un encart ou une phrase qui incite à s'abonner. Ça, je vais essayer de la mettre en haut de l'article, voire au milieu de l'article, et les deux si possible, mais on ne laisse pas les informations importantes à la toute fin parce que ça, c'est pas Oui, c'est très ça. mobile friendly, quoi. C'est comme les personnes qui disent que le formulaire pour s'abonner à la newsletter, ils me disent ah oui, bah, je vais le rajouter à la fin de mon article. Non, il faut pas le mettre à la fin, il faut le mettre le plus en haut possible. Ah, tu vois, ça c'est hyper intéressant ce que vous dites. En fait, vous voyez, enfin moi j'ai l'impression que Pinterest, enfin c'est quand même, c'est un moteur de recherche, ok, où il y a une grosse communauté à l'intérieur, mais vous, enfin pour gérer Pinterest, il faut voir l'ensemble. Il faut le site web est quand même sacrément intégré à Pinterest, quoi, mine de rien. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Le site internet, même d'ailleurs, est revendiqué sur le compte Pinterest. Donc en fait, revendiqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vérifié, si tu veux, par Pinterest en rajoutant un petit code sur le site internet pour que bah, du coup Pinterest puisse voir que ton site
que ton site soit validé en fait finalement. Et ça aussi, en validant ton site internet, ça va te rajouter de la visibilité. Ok, ça c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme fonctionnement. Du coup, vous diriez que l'objectif, par exemple, d'avoir un compte pro Pinterest, c'est vraiment pour créer de la valeur, encore plus de valeur sur ton site internet, où tu peux avoir un compte pro Pinterest et créer de la valeur dans Pinterest sans utiliser de site internet. Je sais pas, c'est un peu... Non, Moi, ouais, j'ai un tu peu peux pas posé. créer. Ouais. Alors, sauf les story pins, du coup, où tu as pas de lien de redirection. Après, sur Pinterest, le but, c'est vraiment de faire sortir la personne de Pinterest. C'est pas comme sur Instagram, tu sais, où la personne, Ouais. t'as envie qu'elle passe 3 heures sur ton compte Ouais. Instagram. Ouais. Là, sur Pinterest, t'as vraiment envie de faire sortir les personnes de Pinterest. Et du coup, le but, c'est vraiment d'avoir un contenu externe. Tu peux pas, de toute façon, tu peux pas créer d'épingles sur Pinterest si t'as pas de lien de redirection, donc d'endroit où rediriger la personne après. C'est marrant parce que, enfin, c'est un peu on en parlera tout à l'heure, mais ça marche un peu, enfin, en opposition par rapport aux autres réseaux actuels où, Mhm. ouais, comme tu dis, enfin, tous les réseaux veulent garder les utilisateurs le plus longtemps possible à l'intérieur du réseau. Bah, Pinterest, non. Tu peux carrément sortir. Bon, jusqu'à quand ça va rester? Ok. Euh, du coup, c'est quoi qui est important, enfin, après le format? Alors, sur Pinterest, quand tu crées un contenu, comment tu as le format, bien sûr, à uploader, mais alors tu dois écrire un texte. Est-ce qu'il y a un titre, un sous-titre? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Les mots-clés à intégrer, comment tu les recherches? Comment tu les mets dans ta description, par exemple? Alors, je sais pas si tu veux parler, Coralie, ou si tu veux que moi je parle. Comme tu veux. Ça, Euh, effectivement, les mots-clés, bon, alors, il y a pas mal de questions en une. Comment les choisir? Bon, déjà, la recherche, elle se fait sur la barre de recherche Pinterest directement. Et quand on voit qu'il y a des petits rectangles de couleurs qui apparaissent sous le mot-clé, la barre de recherche, en général, ça veut dire que c'est une bonne recherche, qu'il y a vraiment de quoi faire et qu'il y a de l'intérêt pour le mot-clé qu'on a entré. Ensuite, où placer ces mots-clés? Ça, il y a 9 endroits différents. Et effectivement, c'est pour ça, tu parlais de l'importance du site web tout à l'heure. Tu ne peux pas faire du SEO Pinterest sur Pinterest uniquement. Par exemple, dans ton titre, ta description, le titre et la description des tableaux ou sur le visuel de l'épingle. Ton SEO, il doit aussi être appuyé par le SEO sur le site, dans tes articles, l'URL de ton article, son titre, dans ton intro, dans les titres H2 et H3, des mots-clés principaux, des mots-clés secondaires qui sont mis ça et là dans l'article. C'est vrai qu'il y a tout un écosystème où mettre ces mots-clés pour avoir des bons résultats sur Pinterest. Et ça passe par, du coup, son site, son article, par exemple, mais aussi son compte Pinterest, l'épingle qu'on va faire, le tableau dans lequel on va enregistrer l'épingle, etc. C'est vraiment un écosystème indissociable. On ne peut pas dissocier le SEO fait sur son site et ses articles et le SEO fait sur Pinterest. Oh, ok. C'est vraiment impressionnant parce que là, je me dis que Pinterest, en fait, c'est pas non plus, enfin, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire vos formations en premier avant d'y aller, quoi. C'est vrai que quand tu te lances sur Pinterest, je dis toujours qu'il faut quand même avoir un minimum les bases, parce que si tu te lances sur Pinterest et que tu sais pas comment ça fonctionne, tu auras des résultats, mais ce sera pas optimisé. Alors que si tu te formes même un minimum avant et que tu connais les bases de Pinterest et justement savoir comment fonctionne l'algorithme de Pinterest, comment chercher ses mots-clés et comment du coup rédiger des descriptions optimisées, etc., il faut savoir tout ça quand même avant de se lancer pour avoir du coup des bons résultats par la suite. Ok. Est-ce que les mots-clés, est-ce que les hashtags, ça existe sur Pinterest ou non? C'est juste des mots sans Alors tag. ça, ouais, ça existe, mais moi personnellement, j'ai déjà remarqué que ça fonctionnait pas tant que ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Coralie. Effectivement, et ça, en fait, ça Pinterest a pas mal soufflé le chaud et le froid ces dernières années sur les hashtags. Et en 2021, à nouveau, ils ont dit non mais on laisse tomber les hashtags et les personnes qui utiliseront des hashtags sont pas forcément bien référencées. Au contraire, ça va être un petit peu vu comme du spam. Donc on oublie les hashtags. C'est bon, ils ont fait à nouveau machine arrière. Là maintenant, c'est les mots clés et pas besoin d'utiliser les hashtags. Ça sert à rien et au contraire, ça peut même nous pénaliser. Ok, c'est... Ouais, c'est ça. Et Ouais. du coup, les mots-clés, ce qui est intéressant, c'est de pas les mettre, tu sais, un mot, une virgule, un mot, une virgule. Il faut vraiment les intégrer dans les phrases que Ouais. tu rédiges.
Est-ce que, alors, pour trouver ces mots-clés, tu disais qu'on peut trouver dans le moteur de recherche, Coralie. Est-ce que vous connaissez des outils qui aident à trouver des mots-clés ou qui aident à... Comme, tu vois, il y a des outils qui le font hein, pour le SEO, hein, notamment sur WordPress, Yoast, tout ça, des plugins, ou des outils type 1.fr, enfin 1fr.fr, enfin je sais plus, mais des outils qui aident à trouver les mots-clés en SEO sur Google, quoi. Est-ce que ça existe l'équivalent sur Pinterest ou non? Alors, moi, j'en utilise pas. Du coup, je sais, j'ai jamais regardé. Si ça existe, je ne sais pas du tout. Ok, Pour le moment, c'est directement sur d'accord. Donc un business à créer, un de plus. Ok, Ouais, non, je suis pas sûre. Ceci dit, c'est quand même Pinterest qui a toute sa data. Donc, si ouais. un outil ou une amélioration est à prévoir plus tard, je pense que c'est Pinterest qui va Ouais. la préparer directement. Sachant que oui, à contrario des autres outils de recherche de mots-clés, on n'a pas le volume de recherche pour les mots-clés Pinterest. En fait, la seule indication qu'on a, c'est que si on a justement ces petits rectangles de couleurs qui se mettent sous le mot-clé principal, par exemple, si je tape le mot-clé Instagram, oui, je vais avoir sûrement des petits mots-clés dans des rectangles de couleurs en dessous. Donc, je sais que c'est un mot-clé qui est recherché, puisqu'il a même des mots-clés long traîne qui sont recherchés derrière. Donc, je sais que mon mot-clé principal, plus courte traîne, il est déjà recherché et qu'il a du potentiel. Pour le moment, on n'a pas ces volumes de recherche d'un de nos mots-clés, donc on va un petit peu à l'aveugle. Mais bon, c'est déjà une bonne indication. Et pour le moment, Pinterest nous référence plutôt bien sur ces mots-clés recherchés. Mais je pense que s'il y a quelque chose à prévoir, c'est que justement, Pinterest, à l'avenir, nous donnera sûrement le nombre de recherches faites sur un mot-clé. Et ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de marketeurs qui leur demandent souvent dans les webinaires, etc. Je vois souvent passer ces questions-là. Et effectivement, ils le feront peut-être plus tard. Peut-être que ça sera payant, hein, mais peut-être qu'ils le feront plus tard. Ouais. Ok, d'accord, mais alors du coup, est-ce que il y a des commentaires? Est-ce qu'on peut laisser un commentaire sous une publication? Il y a des commentaires à modérer, par exemple, ou des DM, On un peut message laisser privé? Ouais. ouais. Pinterest commence à se développer en tant que réseau social, mais bon, c'est pas du tout. Je pense qu'ils sont encore à la phase test parce que pour l'instant, c'est pas du tout développé. Et tu peux laisser des commentaires, mais personnellement, moi, les seuls commentaires que je reçois, c'est souvent des commentaires de personnes qui en mettent sur des épingles que je partage, qui sont même pas mis sur mon propre contenu. Donc, pour l'instant, je trouve que ça sert à rien, franchement. Ok. Coralie, pareil, Eh ben, effectivement, là, on ouais, n'est pas encore dans un réseau social, on est dans un moteur de d'accord. recherche. Tout comme on va pas mettre des commentaires sous... Enfin, il n'y a pas la possibilité de mettre des commentaires directement sur Google ou Google Images. Enfin, je ne Ouais, crois pas qu'il y ait cette oui. option-là. Donc là, on est Non, je vraiment... crois pas. Non. c'est pour ça que c'est très important de faire cette différence entre réseau social, où il y a cet aspect social, on échange, on se laisse des commentaires, on réagit, s'envoie des MP, etc. Et moteur de recherche et donc moteur de réponse. Et là, on va être dirigé vers le contenu, mais il n'y a pas cet aspect communauté, effectivement. Est-ce que vous utilisez, enfin vous créez un planning? Est-ce qu'on peut programmer des publications sur Pinterest avec des outils? Est-ce que vous conseillez à ce niveau-là? Alors sur Pinterest, ouais, tu peux partager le contenu qui existe déjà sur tes articles de blog, par exemple, tu peux tout à fait les programmer dans un outil qui s'appelle Tailwind. C'est super pratique pour programmer son compte Pinterest, surtout en avance, pour prendre des semaines d'avance, surtout quand tu gères finalement des comptes clients. Comme ça, t'as pas besoin d'y revenir 3 fois par jour. Donc ça, c'est trop pratique. Après, tu peux aussi programmer dans Pinterest directement. Par contre, c'est beaucoup plus fastidieux, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup moins visuel, je trouve. C'est beaucoup moins pratique, en fait. Ok. Ok. Toi pareil, Coralie, sur Tailwind ou t'es sur un autre outil? Ouais, bah c'est vrai que sur Pinterest, il y a différents outils qui sont certifiés et en accord avec les règles de Pinterest. Mais c'est vrai que depuis quand même pas mal d'années, Pinterest et Tailwind avancent vraiment main dans la main. Tailwind, ils sont au taquet. Bah voilà, au niveau de la création de contenu autour de Pinterest. Vraiment, oui, c'est l'outil qui ressort par rapport aux autres, même s'il y en a d'autres qui sont ok pour programmer des épingles Pinterest, mais moi je fais surtout confiance à Tailwind et puis c'est l'outil qui évolue le plus vite en termes de fonctionnalité pour coller au plus près de toutes les mises à jour côté Pinterest. Autant fonctionnalité que
que SEO. Par exemple, Tailwind, dès que Pinterest a fait comprendre qu'il en avait un petit peu marre du contenu dupliqué, de cette idée de toujours diffuser les mêmes épingles dans les mêmes tableaux, etc., je pense que Tailwind, ça a été un des premiers à mettre ce fameux intervalle de 7 jours entre chaque épingle. Donc voilà, Tailwind, c'est vraiment un outil que je conseille, et la plupart des personnes, oui, utilisent Tailwind. C'est quand même l'outil numéro 1, je pense, quand on pense à Pinterest. Ok, d'accord. Du coup, vous, c'est quoi vos astuces pour réussir à lancer un compte Instagram, n'importe quoi. Je commence à confondre. Je crois que je confonds les deux, parce que c'est des réseaux d'images un peu, et c'est pas du tout, ça s'écrit pas pareil, mais du tout, mais je crois que je confonds un peu les deux, quoi. Je sais pas pourquoi. Parce que j'utilise pas Pinterest, tout simplement, peut-être. Je fais pas bien la différence. Mais c'est quoi vos astuces vraiment pour réussir le lancement d'un compte pro Pinterest Moi, je dirais que pour réussir le lancement d'un compte professionnel, c'est vraiment tout d'abord de paramétrer correctement son compte, donc avec vraiment tout le SEO, etc. Et ensuite, ça va être de s'abonner à des comptes, alors pas forcément concurrents, mais des comptes où on aime le contenu, où on aime s'en inspirer, ou des personnes qui sont dans la même thématique que nous. C'est aussi très important. Ça va montrer à l'algorithme justement quel contenu on partage sur nous, notre compte, et quel contenu nous intéresse. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Une chose importante aussi sur Pinterest, c'est que sur les visuels qu'on va partager, c'est bien d'avoir toujours le même branding entre guillemets, donc toujours garder un peu les mêmes couleurs et le même style de visuel. Alors, on peut tout à fait bouger un petit peu du coup les images, voilà les petits encarts, etc. Par contre, toujours garder un peu le même style visuel, comme ça les personnes vont se souvenir de nous, si tu veux, plus facilement. Chouette, ouais. Merci pour les astuces. Et toi, Coralie, t'en as aussi ou... Je pense que c'est bien d'avoir quelques objectifs avant de se mettre sur Pinterest. C'est est-ce que je veux plus de trafic, plus de visibilité? Est-ce que j'aimerais avoir plus d'abonnés à la newsletter, augmenter ma notoriété, améliorer mon référencement naturel? Je pense qu'il faut déjà avoir ces objectifs de base pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de Pinterest. C'est un super levier, mais qu'est-ce qu'on va en faire principalement? Ensuite, à partir du moment où on a ces objectifs, c'est peut-être définir 2-3 thématiques principales sur lesquelles on va vraiment être référent sur Pinterest. Moi, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai quand même remarqué, autant pour mes comptes perso que pour les comptes pro que j'ai pu gérer, c'est qu'il y avait des thématiques qui finissaient par ressortir. Par exemple, moi, sur le citron rose, les contenus, les épingles qui ont le plus de trafic, c'est les astuces Instagram, les astuces réseaux sociaux. Eh bien, même si j'ai envie de parler de marketing digital de manière globale, ma stratégie, je vais quand même l'adapter par rapport à tout ça. Et du coup, je vais sûrement, dans mes contenus, de manière stratégique, mettre le focus sur Instagram et les réseaux sociaux. Et donc, je pense que ça peut être bien. Ça rejoint un peu ce conseil de est-ce qu'il faut se nicher ou pas. Et bon, moi, c'est vrai que je suis quand même assez convaincue par cette histoire de niche. Après, je pense qu'on peut avoir plus d'une niche, et c'est là où je dis que ça peut être intéressant d'avoir différentes thématiques, 2-3 par exemple, et ouais, j'ai vraiment remarqué que ça a apporté des vrais résultats. Et quand je fais des audits de compte Pinterest, en général, c'est ce que je conseille aux personnes qui ont choisi de faire cet audit, c'est ok, donc toi tu vas me parler de ça, mais quelles sont les choses qui te plaisent le plus, les choses avec lesquelles tu as plus plaisir à créer du contenu, les choses pour lesquelles tu as envie d'être reconnu, comme un expert, une experte. Et c'est là où tu vas mettre le curseur. Et choisir 2-3 thématiques principales. Et après, le troisième conseil, c'est de savoir être patient. Encore une fois, c'est pas un outil magique. On peut avoir des résultats beaucoup plus rapidement qu'avec Google. Après, c'est sûr que c'est pas en mettant 2-3 épingles qu'on va avoir des milliers de visites sur son site. Et bon, ça c'est normal, mais bon, il faut juste se rappeler que Pinterest, c'est comme une petite plante qu'on va arroser et qui va grandir petit à petit. Il n'y a pas de fréquence idéale, quoi, par exemple. Ça va dépendre du nombre de contenus qu'on a. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre trop la pression. Pour le coup, ce que je conseille, c'est d'avoir 8-10 épingles par jour. Toutes épingles confondues, ces épingles, les épingles tierces, le fait de dupliquer son épingle dans plusieurs tableaux différents. Et oui, si j'ai quand même un conseil niveau fréquence à donner, c'est que pour avoir des résultats,
idéalement, c'est de consacrer quand même du temps pour pouvoir avoir un nouvel article par semaine. Ça, ça c'est quand même quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'en général, avec un nouvel article par semaine, on a quand même plus de chances d'avoir du trafic sur son site. Encore une fois, c'est dans cette logique de, les résultats, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de tout ce travail qu'on fait en amont. C'est super intéressant ce que tu dis. Du coup, je me dis, compte Pinterest, franchement, c'est du boulot quand même. C'est quoi les erreurs à éviter pour ceux qui voudraient se lancer sur un compte Pinterest? Vous voyez, par exemple, chez vos clients, enfin, ceux qui prennent la formation ou quoi, des erreurs, tout le monde tombe un peu dedans au départ et... Moi, je dirais que l'erreur principale que les gens que les gens font, c'est surtout de vouloir se lancer sur Pinterest sans, comme le disait Coralie avant, sans avoir d'objectif. Parce que tu sais pas du coup ce que tu vas mettre en avant sur Pinterest. Parce que tu peux partager des tonnes de trucs, tu peux partager tes articles de blog, mais tu peux aussi partager tes publications Instagram, des liens affiliés, des liens d'épisodes de podcast. Mais c'est vrai que si tu veux, par exemple, donc avoir plus d'inscriptions à ta newsletter, la chose première que tu vas faire, c'est de partager des articles de blog avec de la valeur et du coup, de mettre une stratégie en place derrière qui va convertir la personne en abonné plus facilement. Donc vraiment, il faut avoir une stratégie avant de se lancer sur Pinterest. Et souvent, les personnes l'oublient un petit peu. Et c'est vrai que parfois, les personnes veulent aussi se mettre sur Pinterest sans forcément écrire d'articles de blog. Mais du coup, souvent, je leur dis que s'il n'y a pas d'article, il n'y aura pas beaucoup de résultats, quoi. Il y en aura, mais ce sera pas... ça vaudra presque pas le coup, quoi. Ouais. Franchement, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Sur les réseaux sociaux, souvent les gens ils se lancent un peu comme des dingues. Ils se font on va ouvrir un TikTok. Ouais. Ils ouvrent un TikTok, font 2 vidéos et après ils font en fait il se passe oui, c'est ça. Sur Pinterest, la clé aussi, franchement, c'est la régularité. Il faut être régulier. Si tu décides de te lancer sur Pinterest, il faut partager. Même si, du coup, tu fais 8-10 épingles par jour, ça peut sembler énorme, mais en soi, c'est pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est énorme. Et c'est vrai que... Ouais. Mais en fait, ça va être ton contenu, mais ça va aussi être le contenu des autres que tu vas partager. Donc au final, toi, même si tu vas créer une épingle que tu vas en plus pouvoir partager dans plusieurs tableaux, donc quand tu partages une seule épingle dans plusieurs tableaux, elle va être dupliquée, en fait. Donc tu vas pouvoir la partager sur plusieurs 10 jours. fois. Donc à des intervalles... Ah oui, d'accord, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais à des intervalles différents, tu vois. Mais du coup, ça va quand même te dupliquer le contenu. Donc au final, tu n'auras pas besoin de créer, toi, 2 nouvelles épingles, enfin 2 nouveaux visuels par jour, tu vois. Après, tu peux pas le dupliquer 25 fois non plus, quand même. Non, tu peux pas non plus dupliquer 25 fois. Il y a une limite mais ou pas? C'est vrai que... alors moi, j'ai pas remarqué de limite. Par contre, ce que je fais pour mes clients, c'est que je viens repartager un contenu qui a déjà été partagé sur Pinterest au minimum 1 mois et demi après. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Coralie, du coup, de ce côté-là. Pour la duplication, ce que préconise Tailwind, justement le référent Pinterest, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il faut pas publier dans plus de 10 tableaux différents. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que, en général, je conseille d'avoir 3 épingles par article. Et ces 3 épingles, je vais les épingler, les 3, dans 3-4 tableaux personnels. Donc là, on est sur du 3 x 4. Donc là, on a une diffusion, déjà, on est à 12 fois l'URL diffusée. Et après, je vais sélectionner une épingle parmi les 3. Et cette épingle-là, je vais la diffuser dans les tableaux collaboratifs. Mais je vais en sélectionner 5, 6, 7 max. Je ne vais pas diffuser cette épingle dans plus de 20 tableaux collaboratifs, par exemple. Là, non. Et du coup, si on fait le total, c'est que mon URL, le lien de mon article, il a été diffusé moins de 20 fois. Et c'est OK à l'heure où on le dit. Et si ça se trouve, dans 6 mois, Pinterest va encore durcir son algo et le référencement, et il faudra encore moins diffuser. Mais voilà. Je pense qu'il va être de plus en plus exigeant, parce que quand je me suis lancée sur Pinterest, c'était fin 2018 et il était beaucoup moins exigeant que maintenant. Oui, ça c'est normal. C'est que, bon, il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu trop diffuser. Donc voilà, on s'est retrouvé avec beaucoup trop de contenu, beaucoup trop de spam un peu. Et puis, plus il y a de contenu à référencer, plus Pinterest, il peut pas se permettre de se dire la personne, elle a diffusé 50 fois son article, quoi. C'est plus possible. Ça l'était il y a quelques années, maintenant c'est fini. Ok, c'est franchement super intéressant tout ce que vous racontez. Moi, je vous écoute, je suis devenu un auditeur du podcast.
qu'est-ce qu'on apprend dans vos formations exactement, tu vois? Je suis un peu curieux de savoir. On n'en a pas parlé, on a parlé de comment vous la créez, tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement, par exemple, pour un solopreneur comme moi qui voudrait en savoir plus sur Pinterest après avoir écouté le podcast et je me dis, oh là, il faudrait que je me forme quand même, parce que ça n'a pas l'air si simple. Alors moi, par exemple, dans le membership, j'ai vraiment envie de construire déjà le côté, comme je t'ai dit, un peu communauté. Donc là où vraiment les personnes, elles vont pouvoir échanger entre elles. Donc si tu as des questions ou autres, c'est vrai que dans une formation, tu es souvent assez bien accompagné. Donc ça, c'est chouette. Surtout au début, quand tu te lances, tu as souvent 50 000 questions parce qu'il y a toujours des trucs qui fonctionnent moins bien que d'autres ou parfois tu as des petits bugs ou autres et ça peut arriver. Donc être dans une formation, pour ça, c'est vraiment bien. Et sinon, après, dans une formation, moi, dans le membership, par exemple, je vais vraiment former les personnes pour, avec toutes mes connaissances, en fait, pour qu'elles puissent vraiment faire comme moi, gérer leur compte, attirer de nouveaux clients, développer leur chiffre d'affaires, convertir aussi le trafic qu'il y aura sur leur site internet en clients et aussi leur apprendre toutes les bases de Pinterest, tous les rouages de Pinterest, si tu veux, et aussi le côté Tailwind, comment gérer Tailwind, comment programmer, comment gagner du temps au quotidien, tout cet aspect-là. Ok, super intéressant. Et moi, dans ma formation, elle est découpée en 9 modules. Les 3 premiers modules sont vraiment là pour reposer les bases. Le côté un peu technique, passer d'un compte perso à pro, faire vérifier son site, activer les épingles enrichies. Ça, on va dire, c'est le trio technique à mettre en place. Après, il y a cet aspect stratégique. On travaille dans le module numéro 3. Dans le module numéro 4, je fais la liste des choses à ne pas faire, au contraire, sur Pinterest, parce qu'il y a quelques petites choses à ne pas faire. Donc voilà, ça c'est un peu le module bonne pratique. Ensuite, il y a des modules qui sont consacrés à la création d'épingles, parce que bon, ça, il n'y a pas besoin d'être graphiste, mais il y a quand même des codes à respecter sur Pinterest pour justement créer des épingles qui donnent envie de cliquer. Ça, il y a pas mal de petites astuces. Là, on entre un peu dans le marketing visuel, donc bien sûr qu'il y a des petites choses à savoir, à mettre en place, etc., etc. Ensuite, il y a la partie SEO qu'il ne faut pas négliger. Même si je pense qu'au début, voilà, on peut se lancer sur Pinterest, y aller à tâtons et se faire ses premières impressions, faire ses premiers pas. Mais quand on a envie de vraiment avoir des gros résultats, parce que c'est quand même le but, on prend pas la décision d'aller sur un nouveau levier pour que ce levier il soit pas important dans notre stratégie digitale. Donc le but c'est de maximiser son utilisation et comme c'est un moteur de recherche, on la maximise via le SEO. Après, je partage pas mal de tips pour gagner du temps parce que moi, comme tout le monde, comme tout solopreneur ou comme toute personne qui est dans une équipe, voilà, je pense qu'on est surchargé de travail, le temps file à une vitesse folle. Personnellement, moi, je passe que 2 à 3 heures sur mon compte Pinterest, le citron rose. Pour mes clients, je passe seulement 5-6 heures par mois. C'est vraiment cette idée que, oui, on ajoute un nouveau levier à notre stratégie digitale, mais si, tant qu'à faire, on peut avoir des petits tips pour gagner du temps, c'est chouette. Donc voilà, je partage pas mal ces petits tips-là. Top. Et puis un peu en mode cerise sur le gâteau, le 9e module, c'est ok, super, vous avez du trafic qui vient de Pinterest maintenant sur votre site. Et maintenant, comment est-ce que vous pouvez convertir ce trafic-là ? Et du coup, je partage un peu toutes mes astuces par rapport à la conversion de trafic, que ce soit, si on a un e-shop, qu'on ait des services en ligne ou des produits en ligne. Il y a vraiment cette idée de, ok, peu importe votre business model, voici mes tips en termes de conversion de trafic. Ok, c'est super intéressant parce que là je me dis waouh, ok, là il y a tout qui est couvert et derrière il y a le membership, du coup ça te permet d'échanger avec d'autres personnes qui se lancent aussi sur Pinterest en continu toute l'année quoi. Donc c'est vraiment deux formes différentes mais vachement intéressantes, vachement attractives je trouve pour générer du chiffre d'affaires hein, tout simplement quand on est freelance ou quand on est entrepreneur du web. Donc c'est super cool, merci beaucoup à vous deux en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, par exemple, où on peut vous contacter On peut me retrouver du coup sur Instagram sous le pseudo laplumerose.fr, le site internet du même nom. J'ai un podcast aussi où je parle de Pinterest qui s'appelle Pin ton business et sinon le membership du coup qui s'appelle l'épingle digitale dans lequel je partage toutes mes meilleures astuces à propos de Pinterest. Voilà. Cool. Et moi, on peut me retrouver principalement sur Insta sous le nom de lecitronrose.fr.
sur le site, dans la newsletter, sur Pinterest Limonette qui est ma formation. Mais en attendant, vous avez aussi 2 petits guides. Donc le mini guide Pinterest. Donc là, c'est surtout pour les débutants, ultra débutants et intermédiaires. Et il y a également la checklist de l'épingle parfaite. C'est pour toutes les personnes qui ont envie de créer des épingles qui donnent envie de cliquer. Ok, super. Merci beaucoup à vous deux en tout cas. Merci à toi. Ouais, c'était hyper intéressant. Franchement, vous avez donné des conseils, mais je trouve, mais vraiment, tu vois, je sais que si je pars sur Pinterest, je vais écouter le podcast plusieurs fois déjà, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Bon. Merci à vous, quoi. Ok, donc, du coup, vous voulez rajouter un mot pour la fin ou... Ouais, j'aurais peut-être juste, parce que moi je sais que le dernier truc qui est frein, c'est de se dire, mais moi j'ai l'impression que Pinterest c'est que pour la déco, donc je pense que j'aurais bien ajouté un petit truc par rapport à ça. Ouais, vas-y. Ouais. Et alors si j'ai un dernier mot pour la fin, ça serait, est-ce que Pinterest est fait pour vous? Parce que ça c'est vraiment la question. Et la réponse, je ne l'ai pas. Par contre, Pinterest là, ce qu'il faudrait, c'est taper justement des mots-clés liés à votre thématique. Donc faut pas hésiter à chercher... Voilà, plein de mots-clés différents. Moi, par exemple, est-ce que ma thématique, le marketing digital, a un intérêt sur Pinterest? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé des mots-clés liés à cette grosse thématique-là. Donc, j'ai tapé les mots-clés Instagram, réseaux sociaux, marketing, site web. Et en fait, à partir du moment où vous voyez qu'il y a des contenus qui sont liés à ces mots-clés-là, c'est que oui, il y a de la place puisque, entre guillemets, vos collègues et concurrents sont sur Pinterest. Donc, effectivement, Pinterest, ce n'est pas que pour refaire la déco de sa salle de bain, chercher des recettes de cuisine. Pinterest, ça peut être pour plein de thématiques différentes. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où vous créez du contenu sous forme d'article ou de podcast, il y a 99,9% de chances que votre thématique ait sa place sur Pinterest. À vérifier avec le moteur de recherche quand même. Pendant le podcast, on a beaucoup parlé de comment gérer comment lancer son compte Pinterest, comment utiliser les fonctionnalités SEO, etc. Ça, c'est quand on le lance pour son propre business. Mais quand on est community manager et on doit ouvrir un compte Pinterest pour son client et qu'on n'a jamais utilisé Pinterest auparavant, c'est-à-dire qu'on travaille quand même sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, on travaille aussi sur Twitter pour les clients, mais on doit aller sur Pinterest. Comment ça se passe en fait? C'est quoi la différence entre la gestion d'un réseau social type Facebook, Insta et un moteur de recherche, enfin Pinterest tout simplement, quoi? Moi, je t'avoue que je gère que des comptes Pinterest, donc s'il y a des différences, je vais plutôt laisser parler Coralie, parce que moi, je gère pas de compte Instagram, du coup, pour les clients. Ouais, alors, c'est vrai que, bon, après, tu gères ton propre compte Instagram, donc je pense que tu vois la différence. Après, c'est vrai que CM pour un client, moi, je fais du CM Insta et de la gestion Pinterest. Alors, vous avez bien entendu, je dis pas CM Pinterest, parce que justement, il n'y a pas cette idée de community management, mais plutôt de la gestion Pinterest. Du coup, c'est vrai que la logique, elle est différente parce que les objectifs sont différents aussi. Bon, admettons sur Instagram, ça dépend aussi des entreprises et des clients, mais l'objectif, il va être de créer une communauté, idéalement, de la créer, de la faire grandir en allant chercher de nouveaux abonnés, de nouvelles audiences, créer une communauté autour de ses produits, ses services, etc., pour que finalement ça vienne soutenir l'entreprise in fine. Donc il y a vraiment cette idée de création de communauté. On poste pas juste pour le plaisir de poster. Il y a vraiment cet objectif de création de communauté, même si l'objectif final, bien sûr, c'est d'avoir plus de clients, ça c'est sûr. Et sur Pinterest, l'objectif, il est différent. C'est souvent un objectif de notoriété, un objectif d'acquisition de trafic. Et qui dit acquisition de trafic dit aussi avoir plus de leads, par exemple, dans sa newsletter. Sur Instagram, c'est un petit peu plus difficile de faire venir des gens sur sa newsletter comme ça directement, parce qu'en plus, l'usage, il est différent. Sur Instagram, on est un petit peu volatile, on regarde le post Instagram de quelqu'un, on passe aux Reels de quelqu'un d'autre. Voilà, on est en mode consommation de contenu, un peu comme si on était au ciné avec des pop-corn, à regarder les différents contenus qui passent.
Sur Pinterest, on est un petit peu dans une logique de recherche, d'inspiration, de réponse à un besoin, à une difficulté, ou un besoin tout simplement. On va tomber sur le contenu d'une personne, on va découvrir potentiellement cette personne-là et on va être dirigé vers son site. En plus, un site internet, c'est propre à la personne, ça lui appartient, contrairement au compte Instagram. Et en faisant venir la personne sur notre site internet, un peu comme si on la faisait venir chez nous, là, on peut lui mettre plus facilement sous les yeux, par exemple, l'abonnement à la newsletter. Et oui, c'est vraiment des objectifs et des usages différents. Et pour le coup, on va l'appréhender différemment. Sur Instagram, on va créer du contenu de telle sorte à éduquer, à divertir, à informer, à fédérer ou à engager, etc. Enfin, il peut y avoir plein d'objectifs derrière un contenu. Sur Pinterest, quand on poste un contenu, idéalement, c'est pour mettre le doigt sur le besoin ou pour inspirer notre prospect, notre client idéal. Donc là, on est plutôt dans une logique de j'ai envie de faire découvrir mon contenu à cette personne-là et que cette personne-là, elle arrive sur mon site, qu'elle regarde mes autres contenus, qu'elle s'abonne à la newsletter et possiblement qu'on continue la relation, entre guillemets. Donc la relation sur Instagram ou dans la newsletter, etc., etc. Ouais, c'est donc, clair que... les contenus vont être différents. Ok, donc du coup, en fait, c'est pas du tout la même démarche, tu vois, quand t'es community manager pour un client et tu bosses sur les réseaux sociaux, donc, et que tu dois faire du contenu sur Pinterest pour ton client, c'est clair, ok, je comprends, c'est pas vraiment la même démarche, faut penser différemment, quoi. Les gens qui gèrent des comptes Pinterest, est-ce que finalement c'est pas un autre métier de community manager, je sais pas, est-ce que c'est pas le community manager qui doit le faire au final, c'est quelqu'un vraiment spécifique? Selon vous? Moi personnellement, Ouais. quand je gère un compte Pinterest, du coup, je dis que je suis manager Pinterest parce qu'en fait, je fais du management en fait finalement, je gère le compte, mais c'est pas du community management, tu vois, parce que t'as pas ce côté fédérer une communauté et gérer une communauté avec des commentaires à répondre, un lien à créer, etc. Là, c'est vraiment le but d'attirer des personnes sur un contenu externe. Donc c'est vraiment beaucoup plus un but de conversion finalement que d'acquisition en fait de personnes sur le compte. Ah, c'est excellent, ouais. C'est ça. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis, pour qu'il y ait une vraie continuité de la stratégie jusqu'à la rédaction de l'article, jusqu'à la création des épingles et à leur diffusion, dans l'idéal, il faudrait que Pinterest ça soit intégré au pôle création de contenu, stratégie éditoriale, pour qu'il y ait vraiment cette continuité et que ça aille même jusque dans la création des épingles. Pour moi, ça ferait partie de ce pôle-là. Si on a une équipe ou qu'on délègue à un freelance, par exemple de la rédaction d'articles ou de la stratégie éditoriale, il faudrait qu'il y ait Pinterest dans le package, selon moi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode avec Coralie et Mélanie qui sont coach Pinterest. J'étais vraiment très heureux d'aborder cette thématique puisque ça me tenait à cœur depuis longtemps. Comme tu as pu le voir pendant l'épisode, je m'y connais pas énormément sur Pinterest, c'est vraiment particulier pour moi, donc je suis très content d'avoir appris autant de choses, et j'espère que toi aussi. Donc si tu veux donner un coup de pouce au podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast, tu vois, sur 5 étoiles, tu peux mettre 4 étoiles, 5 étoiles, même si 5 étoiles ça serait quand même mieux, pour me faire remonter dans les classements, parce que, mine de rien, comme je l'ai expliqué dans une newsletter, il y a énormément de travail sur le podcast, et j'ai besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. Je te remercie vraiment, et puis voilà, si tu veux suivre aussi un peu les coulisses, tu peux t'abonner à ma newsletter en lien, donc www.julienbarrière.com. Merci beaucoup, bonne journée, et à très vite pour un nouvel épisode, salut!